Bonjour, dans ces vidéos, en fait, nous allons nous intéresser à l'origine de la vie et à l'origine de l'homme. Alors la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment définir la vie? Alors compliqué parce que chaque philosophe, chaque géographe, chaque biologiste, chaque religieux donnera sa définition de la vie. Chaque individu aussi d'ailleurs. Si je vous demandais qu'est-ce que la vie, bien, chacun d'entre vous, d'une manière plus ou moins philosophique, me répondrait. Alors ça irait de bien manger, bien dormir, de créer, de connaître, d'apprendre, d'aimer, de se reproduire, de jouer de la musique, de faire du sport, de voyager, bref, selon notre sensibilité, selon nos envies, selon notre philosophie, selon nos croyances, eh bien, on aurait chacun d'entre nous une définition de la vie. Alors nous, en fait, on va prendre une définition très biologique de la vie, c'est-à-dire qu'en fait, je vais revenir sur la définition même des écosystèmes, puisque cette vie est possible grâce aux écosystèmes, à l'organisation des écosystèmes. Et donc, en fait, je vais ressortir 5 mots-clés. La notion de biotope et de biocénose, donc du non-vivant et du vivant, de leurs interactions entre eux, et au sein même de la biocénose, des variations de comportement des individus ou des populations en fonction de l'environnement. Et puis, le cinquième élément qui définirait très bien la vie de mon point de vue, c'est l'évolution des espèces, l'évolution de la vie. Et ce qui est passionnant dans cette évolution des espèces, c'est de se rendre compte que si on avait la capacité de revenir plusieurs milliards d'années en arrière et de regarder à nouveau cette évolution se faire devant nous, eh bien on aurait une évolution bien différente de celle que l'on a connue, de celle que l'on connaît, et non pas sur les principes même de l'évolution, puisque ce seraient toujours les mêmes principes, mais par le résultat de cette évolution. Les paysages que l'on connaît actuellement seraient totalement différents, les espèces seraient différentes, la physionomie de ces paysages serait vraiment bouleversée. Cette évolution est en effet basée sur deux grands éléments, le hasard des mutations et puis la sélection de ces mutations, ce qu'on appelle la sélection naturelle. On aura l'occasion d'en reparler. Alors quand pourrait-on positionner le tout début de la vie? Quand commence cette vie? On pourrait se dire que la vie pourrait commencer au moment où en fait des molécules complexes ont eu la capacité de s'auto-répliquer. C'est-à-dire qu'on a ici une certaine reproduction. Donc la vie pourrait commencer à partir du moment où la complexité se multiplie et se réplique. Donc la première partie que l'on va développer dans ces vidéos, c'est de comprendre un petit peu comment est-ce que la planète a évolué d'une situation totalement invivable pour l'homme à une situation vivable pour des organismes terrestres. Alors, c'était pas gagné du tout, puisque il y a plusieurs milliards d'années, l'atmosphère était totalement irrespirable, avec énormément de CH4, aucune protection par rapport aux UV, puisqu'il n'y avait pas de couche d'ozone, donc il va falloir attendre qu'il y ait de l'oxygène dans l'atmosphère pour pouvoir avoir la formation d'ozone, puis une température invivable. Alors, positionnons tout ça sur une échelle en repartant de la nuit des temps, en repartant du Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années, la Terre 4,5 milliards d'années, une Terre invivable du fait d'une température élevée. Il n'y avait même pas de croûte terrestre initialement, donc il a fallu que la température chute pour qu'une croûte se forme. Il a fallu aussi qu'il y ait une condensation d'eau, alors de l'eau qui a pour origine les premières particules qui ont composé la Terre, mais aussi la pluie de météorites que vous observez tous les jours quand vous regardez la Lune, vous voyez les cicatrices de la Lune qui sont liées à cette même pluie de météorites que celle qui a frappé la Terre et qui a apporté un certain nombre de molécules, dont de l'eau. Donc une Terre avec pas mal d'eau, une température qui baisse, une condensation de l'eau, une croûte présente, donc on a la formation possible d'océans. Donc des océans, notamment certaines zones avec une faible profondeur, une température, un pH et puis un apport d'énergie externe suffisamment grand pour occasionner des réactions chimiques en partant de molécules simples pour aller jusqu'à une complexification de ces molécules et puis une organisation de ces molécules qui donnera lieu à la vie. Les premières traces de vie que les scientifiques ont observées datent d'il y a 3,8 milliards d'années. Alors, la vie a peut-être une origine encore plus précoce, les scientifiques nous le diront très certainement. Et donc après,
bien sûr, cette vie a évolué et on rentre dans la longue histoire de l'évolution dont nous reparlerons. Cette histoire de l'évolution, elle prend donc ses bases dans un temps ancien qu'on appelle l'Archéen. L'Archéen qui se situe entre 4 milliards d'années et moins 2,5 milliards d'années avant notre ère, avec des organismes vivants présents, dont un organisme qui est l'ancêtre commun de l'ensemble des espèces vivantes actuellement sur la planète. Et donc on a ici l'évolution des espèces qui se met en marche et qui se poursuit toujours actuellement. Donc une évolution de plusieurs milliards d'années. Une évolution qui se fait dans des conditions données, donc qui aboutit aux espèces que l'on connaît actuellement, avec une histoire qui se fait par ce que l'on appelle la spéciation, c'est-à-dire l'apparition de nouvelles espèces. Regardez, c'est ce que l'on a ici, donc notre espèce triangle bleu là qui évolue et qui donne de nouvelles espèces, qui elle-même donne de nouvelles espèces, et donc on a comme ça cette évolution qui perdure avec une transmission de caractère génétique, avec une transmission aussi des types de métabolisme et donc des types de vie. Et puis des espèces qui disparaissent. Ici, vous avez une espèce qui a un petit peu évolué, mais qui à un moment ne trouve plus... n'a plus la possibilité d'évoluer, donc qui est vouée à disparaître. Donc si je résume une vie qui débute il y a au moins 3,8 milliards d'années, parmi les derniers nés, l'homme moderne, il y a peut-être 200 000 ans, 300 000 ans, les scientifiques travaillent aussi sur ce sujet et travaillent pour comprendre à partir de quand on peut considérer que l'homme est devenu un homme moderne. On en reparlera ultérieurement. Il faut nous poser aussi une question, c'est l'origine de nos cellules, d'où vient-elle, et comment le métabolisme s'est mis en place. En fait, ces deux éléments, cellules et métabolisme, ces deux problématiques, ce sont des éléments communs à l'ensemble des organismes vivants appartenant à l'arbre phylogénétique. Chaque organisme possède au moins une cellule, hein. Une bactérie c'est une cellule, quand d'autres contiennent des milliards de cellules. Et pour que ces cellules fonctionnent, il faut qu'il y ait des réactions biochimiques qui se fassent. Et on va parler un petit peu de l'origine de certaines de ces voies métaboliques dont on a parlé en physiologie. Donc tout part d'un océan primitif qu'on appelle ici soupe primitive avec des molécules simples, CH4, N2, H2S, d'une énergie suffisante qui entraîne des réactions entre ces molécules. Et ça va donner des molécules un petit peu plus complexes, de l'acide acétique, de la glycine qui est un acide aminé relativement simple, enfin très simple même. Ces molécules réagissent entre elles, vont donner lieu à des molécules encore plus complexes que vous connaissez bien et dont on a parlé en physiologie, des acides aminés, des glucides, des molécules hydrophobes, par exemple les lipides sont des molécules hydrophobes, et des nucléoprotéines reproductibles. Donc notre prémisse de la vie dont je parlais tout à l'heure, des molécules complexes qui sont capables de se multiplier. Et bien sûr, de l'ATP. Je note aussi que, a priori, dans d'autres endroits du système solaire, on a aussi des réactions chimiques qui ont eu lieu et certaines qui ont abouti à la formation d'acides aminés. Et donc, les météorites ont apporté aussi certaines molécules d'autres endroits de notre système solaire, dont, a priori, des acides aminés. Donc, on va passer d'un système biotique à un système d'un système abiotique à un système biotique. Donc abiotique, mais avec les prémices dont je vous parlais de la vie, avec des molécules complexes qui sont capables de s'auto-répliquer. Et on va avoir une organisation qui va se mettre en place avec des molécules hydrophobes qui vont former une membrane et qui vont au final contenir un milieu intérieur dans lequel il y aura des réactions chimiques qui pourront se dérouler. Ces premiers ancêtres des cellules, c'est ce qu'on appelle les protobiontes, avec un métabolisme extrêmement simple. Donc ces protobiontes sont capables de se multiplier, vivent dans un océan dans lequel on a des glucides, des acides aminés, de l'ATP. Donc dans un premier temps, vont utiliser cet ATP comme source d'énergie. Mais à force d'utiliser cet ATP comme source d'énergie, l'ATP va devenir rare. Donc pour que les protobiontes puissent continuer à survivre,
eh bien, il a fallu qu'elles évoluent. Et la première évolution que je vais noter ici, du point de vue du métabolisme, c'est la capacité qu'ont eu certains protobiontes d'utiliser non plus l'ATP puisqu'il est devenu rare, mais les glucides pour former de l'ATP, donc pour produire leur propre énergie à partir de molécules glucidiques. C'est au final la glycolyse qui s'est mise en place. Donc à force d'utiliser le glucose et les glucides qui sont présents dans les océans, eh bien on va avoir une raréfaction de ces glucides. Et donc cette raréfaction de glucides va faire qu'il va falloir à nouveau qu'il y ait une évolution qui permette d'apporter justement ces glucides, donc de construire ces glucides. Et cette évolution, au centre du sujet, on a le soleil qui apporte de la lumière, et cette lumière qui, chez certains organismes, va être capable de produire de l'ATP à partir de l'ADP et du PI. C'est-à-dire que je suis en train de vous dire que la photosynthèse se met en place. Alors c'est une photosynthèse qui se met en place avec une libération d'un acide en fait, d'acide sulfurique. Donc c'est une photosynthèse, vous voyez, soufrée ici. Actuellement, on a un autre type de photosynthèse dont on va reparler. Cette photosynthèse permet donc, à partir du CO2, de produire des glucides. Donc on a la raréfaction de glucides qui, au final, n'est plus un problème pour ces cellules, puisqu'elles sont capables de produire leurs propres glucides. Et puis, il y a une mutation qui a lieu. Cette mutation, elle engendre quoi? Constatez, ce n'est plus du soufre qui est utilisé, mais de l'eau. Alors on a exactement le même système, la lumière qui permet la production d'ATP, cet ATP qui est utilisé pour capter du CO2 et donner lieu à du glucose. Et donc on a 6 CO2 plus 6 H2O qui va me donner une molécule de glucose et qui vont libérer au final, dans cette réaction maintenant, de photosynthèse oxygénée qui vont libérer de l'oxygène. Et ça, c'est crucial. C'est crucial d'abord parce que le rendement, en fait, est bien plus important que la photosynthèse précédente. Donc ça veut dire qu'on va être en capacité de produire beaucoup plus de glucose, donc beaucoup plus de biomasse. Et puis c'est crucial aussi parce que ça veut dire que nos océans vont commencer à recevoir de l'oxygène. Donc on a des organismes, des cyanobactéries, qui sont ces premiers organismes qui produisent cette photosynthèse oxygénée, qui sont regroupés dans ce qu'on appelle des stromatolites, qui vont libérer beaucoup d'oxygène. Par contre, cet oxygène ne va pas, dans un premier temps, s'accumuler dans les océans, puisque dans ces océans, on a beaucoup de fer. Or, de l'oxygène plus du fer, ça va nous donner des oxydes de fer qui vont précipiter et qui vont donc se retrouver dans le fond des océans. Au bout d'un moment, lorsque ce fer a été quasiment épuisé, cet oxygène va s'accumuler. Donc on va avoir un milieu extrêmement oxydant, donc forcément une forte extinction d'espèces qui ne supporteront pas ce milieu qui est devenu aérobie. L'oxygène va sortir au niveau de l'air, puisqu'il y en a beaucoup dans l'eau. Mais est-ce que pour autant ça va s'accumuler? Alors pas tout à fait, parce que dans l'air, en fait, on a beaucoup de CH4. Et ce CH4 va réagir avec l'oxygène. Et donc, il va y avoir une combustion, et il va falloir encore attendre un certain temps pour que l'oxygène devienne, que l'atmosphère s'enrichisse en oxygène. Donc, on va avoir une baisse de CH4, une augmentation d'oxygène dans l'air, une réaction avec les UV, donc la formation de notre couche d'ozone. Alors, il y a peut-être 600 millions d'années, peut-être 2 milliards d'années, les scientifiques vont affiner le scénario très certainement. En tout cas, une couche d'ozone, donc une protection par rapport aux UV. On se retrouve donc avec de l'oxygène, une protection par rapport aux UV, une température convenable, la vie terrestre est devenue possible. Et on va vers la longue histoire de l'évolution que vous connaissez, qui part d'une cellule ancestrale et qui arrive à notre espèce. L'homme est donc le fruit du hasard et de la sélection naturelle. Et ça, nous en reparlerons dans les prochaines vidéos. Nous reparlerons de l'évolution fruit du hasard des mutations et des paramètres biotiques et abiotiques qui vont permettre de sélectionner ces mutations. Et chaque espèce qui n'évoluera pas sera vouée à disparaître. Ça sera l'objet d'une deuxième vidéo. À très bientôt.